Je serre plus fort le volant alors que les portes en fer forgé du domaine de mes parents s'ouvrent. Le trajet jusqu'à leur manoir de Normandie me donne toujours l'impression d'entrer dans un autre monde, un monde où je suis perpétuellement à l'extérieur, regardant à travers une vitre. Les feuilles d'automne crissent sous mes pneus, une symphonie d'or et de pourpre qui jure avec le vide que je ressens dans ma poitrine. Ma jupe crayon fusain et mon chemisier bordeaux sont de bon goût mais discrets, un choix délibéré pour la célébration de leur 35e anniversaire de mariage. Je sais par expérience que ma mère préfère que je me fonde dans le décor plutôt que de me faire remarquer. Avant même que je puisse prendre mon sac à main sur le siège passager, la Mercedes argentée de Chloé se gare derrière moi. Je la regarde dans le rétroviseur émergée dans une robe dorée scintillante qui capte le soleil de fin d'après-midi. Un timing parfait, comme toujours. La porte d'entrée s'ouvre. Mon père se tient droit dans son costume sur mesure, ma mère rayonnante à ses côtés dans une robe de soie bleu pâle. Leur visage s'illumine tandis que Chloé flotte vers eux. « Voilà notre princesse », s'exclame maman, les bras tendus. Papa enlace Chloé dans une étreinte puissante, la soulevant légèrement du sol. L'invité d'honneur est arrivé. Je sors de ma voiture, lissant ma jupe. Maman jette un regard par-dessus l'épaule de Chloé, son sourire s'atténuant juste assez pour que seul moi le remarque. « Camille, tu as pu venir. » Une constatation, pas une exclamation. Papa me donne une petite tape rapide sur l'épaule avant de se tourner à nouveau vers Chloé. « Ma chérie, attends de voir les décorations. Nous nous sommes surpassés cette année. » À l'intérieur, le grand hall d'entrée scintille de cristal et d'argent. Des roses blanches et des lys débordent de vases surdimensionnés, leur parfum presque écrasant. Un quatuor à cordes joue doucement dans un coin rien que le meilleur pour l'anniversaire de Bertrand et Hélène Lefebvre. Je balaie du regard l'entrée de la salle à manger, où un plan de table encadré repose sur un chevalet ancien. Mon doigt trace la calligraphie élégante jusqu'à ce que je trouve mon nom, table 14, dans le coin le plus éloigné, près des portes de la cuisine, à 6 tables de mes parents et de Chloé. « Nous voulions nous assurer que tu puisses faire du réseautage », dit maman, soudainement à mes côtés. Les Lambert seront à ta table, ils sont toujours à la recherche de consultants en technologie. Je hoche la tête, ravalant la douleur familière. Quelle délicate attention. Elle me tapote le bras d'un air distrait avant de s'éloigner pour accueillir les premiers arrivants. L'organisatrice de l'événement, une femme efflanquée avec un presse-papier attaché en permanence à sa main, coince ma mère près du grand escalier. Je me dirige vers le bar, mais leur voix traverse le sol en marbre. À propos des photographies, Madame Lefebvre, dit l'organisatrice, nous avons prévu le photographe pour 19h30. Est-ce que cela conviendra pour les portraits de famille? La voix de ma mère baisse jusqu'à un murmure de théâtre. C'est parfait, mais assurez-vous que nous en ayons une avec juste nous trois, Bertrand, moi-même et Chloé. C'est celle-là que nous voudrons faire agrandir pour le salon. Ma main se fige autour de la flûte de champagne qu'un serveur vient de me tendre. E3. Pas 4. Jamais 4. Le serveur, un jeune homme aux yeux bienveillants, remarque mon expression. Il remplit mon verre avec un regard compatissant avant de s'éloigner discrètement. Je me retire dans l'alcôve d'une fenêtre, des souvenirs m'envahissant sans y être invité. Le dîner de la Toussaint, à 8 ans, assise à la table des enfants pendant que Chloé, à peine âgée de 5 ans, était fièrement assise entre maman et papa. Les matins de Noël où la pile de cadeaux de Chloé éclipsait la mienne, se déversant sur le sol du salon tandis que les miens tenaient sagement sous une seule branche du sapin. Le championnat de débat de mon lycée, où mes parents sont arrivés pendant le discours de clôture, après avoir assisté à toute la répétition de la chorale de l'école primaire de Chloé. Le schéma s'est établi très tôt et n'a jamais dévié. Camille, la seconde pensée. Chloé, le centre chéri. À 16 ans, j'avais trouvé mon évasion dans des livres de commerce écornés empruntés à la bibliothèque. Pendant que Chloé collectionnait les rubans de participation à divers passe-temps qu'elle abandonnait rapidement, je rédigeais des plans d'affaires à la table de notre cuisine. Un service de conciergerie pour étudiants, avait ri papa, jetant à peine un coup d'œil à ma proposition détaillée. Ma chérie, concentre-toi sur tes études. Laisse les idées commerciales aux professionnels. Le même mois, l'aquarelle de Chloé de notre maison fenêtre inégalement espacée, proportion impossible fut encadrée par un professionnel et accrochée dans le hall d'entrée. Mon prix régional de jeune entrepreneur prenait la poussière dans le placard de ma chambre. La sonnette retentit à nouveau. Les invités affluents, gravitant naturellement vers le rire cristallin de Chloé au centre de la pièce. Je dérive vers les bords, et d'entendre Suzanne a trouvé sa place,
montrant à oncle Guillaume où se trouvent les toilettes. Camille, m'appelle mon père, sans vraiment me regarder en passant. Assure-toi que les traiteurs n'oublient pas le champagne spécial pour le toast. Le veuve, pas le mouette. Je redresse la colonne vertébrale et hoche la tête. Bien sûr. Pas une invitée à célébrer, pas une fille à chérir. Juste une paire de mains supplémentaires pour s'assurer que la célébration se déroule sans accroc. Une célébration où je ne suis qu'un visage de plus dans la foule, observant la vraie famille de loin. 15 minutes plus tard, après que les invités se soient rassemblés, le cliquetis des couverts contre le cristal s'apaise alors que mon père se lève de sa place en bout de table. Ses cheveux argentés captent la lumière du lustre, et son smoking sur mesure épouse sa silhouette encore athlétique. Il lève son verre, et la salle retient son souffle. 35 ans, commence-t-il, sa voix portant jusqu'à chaque recoin de la salle à manger. 35 ans à bâtir un héritage, un foyer et une famille. Son regard balaie la pièce avant de se poser sur Chloé, ses yeux se plissant au coin. Et rien ne représente mieux cet héritage que nos magnifiques filles, en particulier notre Chloé, qui apporte le soleil partout où elle va. Je maintiens mon sourire, pratiqué depuis des décennies, alors qu'il se lance dans une histoire sur Chloé, 5 ans, chantant à leur 20e anniversaire. Aucune mention de moi, 15 ans, qui avais organisé toute la fête surprise. L'histoire serpente à travers la remise de diplôme universitaire de Chloé, son travail de bénévole avec les enfants, ses activités artistiques. 10 minutes passent. Mon nom ne franchit jamais ses lèvres. À Hélène, mon roc, mon cœur, papa lève son verre plus haut. Et à Chloé, le plus grand cadeau que notre mariage ait produit. Mère se lève, les larmes aux yeux, et enveloppe Chloé dans une longue étreinte, perle contre or alors que leurs robes se pressent l'une contre l'autre. Les invités applaudissent. Je me joins à eux, mes mains se rencontrant en un rythme silencieux pendant que je reste seul. De l'autre côté de la pièce, mon cousin Thomas croise mon regard. Il offre un léger hochement de tête, à peine perceptible, avant de détourner les yeux. Tante Barbara se plonge soudainement dans sa serviette. Oncle Philippe examine sa montre avec une intensité inhabituelle. Ils savent. Ils ont toujours su. J'expire lentement, mes poumons libérant l'air en quantité soigneusement mesurée. Mon visage reste composé. Mon visage de PDG, comme l'appelle Julien. Celui qui ne révèle rien pendant les négociations, quand des millions sont en jeu. Ce soir, il masque quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Et maintenant, annonce papa, une présentation spéciale. Mère sort une boîte en cuir rouge de sous la table. L'emballage distinctif de Cartier brille sous les lumières. La pièce se tait. Même les serveurs s'arrêtent. Pour le véritable fruit de nos 35 années ensemble, proclame père, la voix chargée d'émotion. Il place la boîte dans les mains manucurées de Chloé. Quelque chose d'aussi précieux et intemporel que tu le es pour nous. Les doigts de Chloé tremblent alors qu'elle soulève le couvercle. Nichée contre du satin blanc se trouve une montre incrustée de diamants qui s'enflamme à la lumière. Les invités poussent un soupir d'admiration unanime. La Santos de Cartier, annonce fièrement mon père, conçue sur mesure avec la pierre de naissance d'Hélène à la 12e heure. Quelqu'un murmure le prix 14 000 € et un bruissement parcourt la foule. Chloé pousse un cri aigu, se jetant dans les bras de nos parents. Ils forment un tableau parfait de dévotion familiale pendant que je monte la garde à ma table assignée près des portes de la cuisine. Aucune reconnaissance pour la fille qui partage leur nom, mais apparemment pas leur cœur. Aucune deuxième boîte n'attend sous la table. Aucune surprise pour la première-née. Quand les applaudissements s'estompent, je me glisse vers le bar. Tante Marguerite m'intercepte, ses doigts arthritiques se refermant sur mon poignet. Viens prendre l'air avec moi, ma chère? Ce n'est pas vraiment une question. Sur la terrasse, l'air d'automne chasse l'odeur des lys de mes poumons. Marguerite installe sa charpente imposante sur un banc de pierre. Savais-tu, commence-t-elle sans préambule, que c'est le 3e cadeau de luxe qu'il lui offre cette année? D'abord le week-end au spa en février, puis l'été en France. Mes sourcils se haussent. L'été en France? Elle a dit à tout le monde qu'elle avait gagné ce voyage. Marguerite ricane. Bertrand a tout payé, tout comme il paie le loyer de son appartement indépendant depuis ces 3 dernières années. Une certitude glaciale s'installe dans mon estomac. Les pièces du puzzle se déplacent, révélant une image plus claire. Cela explique pourquoi l'annonce de mon financement de série C a disparu du bulletin familial, je murmure. Le même mois,
Chloé a commencé à vendre des savons faits maison au marché des producteurs. Ta mère a appelé ça une mise à jour sur ses passe-temps. Ta levée de fonds de 37 millions d'euros a été mentionnée au paragraphe 12, en dessous du tournoi de football de Philippe Junior. Mon téléphone vibre dans ma pochette. Le nom de Julien clignote sur l'écran à côté de son message. Comment se passe le couronnement royal? Plan d'évasion prêt quand tu en auras besoin. Un sourire, sincère cette fois, étire mes lèvres. Je réponds rapidement, je suis prête. J'aurai peut-être besoin d'une extraction avant le dessert. Oncle Guillaume apparaît à nos côtés, un verre en cristal à la main. Ses yeux, si semblables à ceux de mon père, ont une douceur que son frère ne montre jamais en me regardant. Sacrée montre, dit-il en s'asseyant à côté de Marguerite. Presque aussi impressionnante que ce prix de technologie que tu as gagné le mois dernier. Dommage qu'il n'en ait pas parlé dans le toast. Le prix du leadership en innovation, je corrige doucement. Et ce n'est pas grave. Guillaume se penche plus près, le bourbon réchauffant ses mots. Tu sais que ton succès les met mal à l'aise, ma chère. Ça a toujours été le cas. Le serveur de tout à l'heure apparaît, bouteille de champagne à la main. Il remplit mon verre avec un signe de tête subtil, continuant son chemin avant que quiconque ne remarque son attention particulière. Une petite gentillesse dans un océan d'affronts orchestrés. Sarah, mon amie d'enfance, croise mon regard de l'autre côté de la terrasse et se dirige vers moi. Elle a bien vieilli, son visage familier est une vision bienvenue parmi les étrangers polis que mes parents appellent amis. J'ai tout vu, murmure-t-elle en me serrant la main. Tu veux qu'on file en douce par l'arrière comme au bal de fin d'année? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne, la sonnerie spéciale de mon assistante. Camille Lefebvre, je réponds, la voix professionnelle fermement en place. Mademoiselle Lefebvre, je sais que vous êtes à un événement familial, dit Alexia, suivant notre script préétabli, mais il y a une situation urgente avec le client de Singapour. Je comprends. Donnez-moi 10 minutes. Alors que je glisse le téléphone dans ma pochette, la voix de l'organisatrice résonne sur la terrasse. Photo de famille dans le grand escalier. Tout le monde, veuillez vous rassembler dans le hall. Les invités affluent à l'intérieur, une rivière de soie et de parfum. Je suis, trouvant ma place assignée sur la plus basse marche. Mère ajuste les cheveux de Chloé, papa redresse sa cravate, et le photographe nous positionne avec une efficacité bien rodée. Je me tiens à l'extrême bord, la moitié de mon corps déjà hors du cadre. Flash, clic, c'est fait. Maintenant, dit Mère, sa voix portant dans l'espace marbré, juste nous trois pour le portrait spécial. Elle ne me regarde pas en le disant, elle n'en a pas besoin. L'instruction flotte dans l'air, claire dans sa signification. Je reste figé alors qu'il se réarrange mère, père, fille favorite au centre de l'escalier. La vraie famille, la famille complète, sans moi. Le photographe ajuste ses réglages. Les invités regardent. Personne ne parle. Je reste exactement où je suis, ne reculant ni ne protestant, pendant que les dernières photos sont prises. L'image sera accrochée dans leur salon, je le sais. Un enregistrement permanent de ma place dans la hiérarchie de la famille Lefebvre, nulle part. Je m'éclipse de la fête quand maman et papa entraînent Chloé au centre de la pièce pour un toast au champagne. Je me retire immédiatement dans le bureau de mon père, me connecte à mes courriels et rappelle mon assistante pour résoudre le problème professionnel. Après 15 minutes à vérifier chaque graphique, chaque diapositive, chaque explication, nous envoyons la nouvelle proposition au client, et je veux prendre un petit repos. Mes pas résonnent dans le couloir alors que je monte l'escalier familier vers ma chambre d'enfant. Juste un moment de paix, c'est tout ce dont j'ai besoin. Quand je pousse la porte, l'air se coince dans ma gorge. Ce n'est plus ma chambre. Les couronnes de concours de beauté de Chloé scintillent sur ce qui était autrefois ma bibliothèque. Les photos de sa sororité universitaire sont accrochées là où vivaient autrefois mes certificats d'honneur. Les murs, autrefois d'un vert tendre, brillent maintenant du lavande préféré de Chloé. Ils n'ont même pas attendu que je prenne toutes mes affaires avant de réorganiser complètement la pièce, je murmure à l'espace vide. Mes doigts tracent le contour de ce qui était mon bureau, maintenant une coiffeuse parsemée du maquillage de Chloé. Les étagères débordent de trophées d'activités qu'elle a abandonnés après un mois. Ces ours en peluche d'enfance occupent le siège de fenêtre où j'ai passé d'innombrables heures à lire. J'ouvre le placard, le dernier endroit où il pourrait rester quelque chose de moi. Une boîte en carton est dans le coin, étiquetée Camille d'hiver. À l'intérieur,
mes diplômes universitaires reposent sous mon prix de jeune entrepreneur. Mon gland de summa cum laude est emmêlé autour de ma photo de remise de diplôme de l'école de commerce. Tout ce qui marque mes accomplissements, tout ce qui définit mon parcours, rangé comme des décorations de Noël. Une clarté cristalline m'envahit. Rien ne changera jamais. Je serai toujours la boîte dans le coin, la seconde pensée, la chaise près de la porte de la cuisine. Je m'assois sur le bord du lit, maintenant couvert d'une couette lavande. Ma main effleure quelque chose de dur sous l'oreiller. Curieuse, je sors un vieux livre, l'exemplaire de Jane Eyre de ma grand-mère. Mon nom est écrit à l'intérieur de la couverture de son écriture élégante, à ma Camille, une fille qui forgera son propre chemin. Avec amour, grand-mère Marguerite. Je me souviens comment grand-mère me prenait à part lors des réunions de famille, ses yeux pétillants alors qu'elle me glissait des livres pendant que Chloé ouvrait des montagnes de cadeaux. Les livres construisent des mondes intérieurs, murmurait-elle, où personne ne peut te dire qui être. Alors que je tourne les pages, une enveloppe glisse, jaunie par le temps mais scellée avec de la cire portant l'initiale de ma grand-mère. Mon nom est écrit sur le devant. Les rires de la fête montent à l'étage alors que je brise le seau. La lettre à l'intérieur est datée de 3 semaines avant la mort de grand-mère, il y a près de 5 ans. Ma très chère Camille, si tu lis ceci, c'est que tu as finalement cherché refuge dans les pages de Jane Eyre. Je savais que ce jour viendrait, où le poids de l'invisibilité deviendrait trop lourd à porter. Je ne reconnais que trop bien ce schéma. La famille de ton grand-père me traitait exactement comme la tienne te traite comme si j'étais un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais sache ceci, ma chérie, tu es la protagoniste de ta propre vie. J'ai pris des dispositions avec Monsieur Aubertin à la banque. Il y a un compte à ton seul nom, contenant à la fois des fonds et mes journaux personnels. Le code pour y accéder est la date où nous avons visité le musée du Louvre, juste nous deux. Il ne s'agit pas d'argent, bien que cela aidera. Il s'agit d'héritage. Tu es ma véritable héritière en esprit, celle qui porte ma détermination. Les silencieux observent, apprennent et finissent par réussir là où les célébrés échouent. Rappelle-toi, Camille, parfois, la famille, ce sont ceux qui te voient, pas ceux qui partagent ton nom. Avec une foi infinie en toi, grand-mère Marguerite les larmes coulent, chaudes et rapides, brouillant les mots. Elle savait. Toutes ces années, elle a vu ce qui se passait et a préparé cette bouée de sauvetage. Ma grand-mère. La seule personne dans cette maison qui m'ait jamais vraiment vu. Je saisis mon téléphone, ayant besoin de me connecter avec des gens qui m'apprécient. 3 messages de mes partenaires commerciaux m'attendent. Julien, comment va le cirque familial? N'oublie pas, notre réservation au restaurant est toujours en attente si tu as besoin d'une issue de secours. Michel, cette réunion d'acquisition s'est parfaitement déroulée. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité en ta faveur. Tu es un génie, rappelle-le à ta famille quand ils te mettront à la table des enfants. David, nous sommes tous là quand tu as besoin de nous. Ta vraie famille. Mes doigts planent sur l'écran avant que je ne réponde, grand-mère m'a laissé une lettre, et apparemment un héritage. Je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter d'attendre une place à leur table. Leur réponse arrive immédiatement. Julien, il était temps. Ça fait des années qu'on te garde une chaise en bout de table à la nôtre. Michel, quoi que tu décides, nous sommes avec toi. David, ta grand-mère semble être la seule Lefèvre intelligente à part toi. Je repense à la façon dont ils se sont ralliés autour de moi lorsque nous avons créé l'entreprise. Comment ils m'ont défendu lorsque les clients supposaient que Julien était le président-directeur général. Comment ils ont célébré chaque étape avec une joie sincère pour mon succès. Quelle différence avec les félicitations creuses de mes parents, toujours suivies de « mais Chloé ». Ma mâchoire se serre. Je glisse la lettre dans mon sac à main et me dirige vers le mur, où est accrochée une photo de famille de ma remise de diplôme du lycée. Je suis sur le bord, comme toujours. Je la retire du cadre, me découpe soigneusement du bord et place la petite photo dans mon portefeuille. Dans la loge de maman, je repère la broche de grand-mère épinglée sur une écharpe, empruntée il y a des années et jamais rendue. Je la détache doucement, sentant son poids dans ma paume avant de la fixer à mon chemisier. En bas, j'aperçois Monsieur Aubertin, le conseiller financier de mes parents, sirotant du champagne près des portes du jardin. J'approche avec une confiance nouvelle. Monsieur Aubertin, je crois que nous avons des affaires à discuter. Je lui tends ma carte. À votre convenance, bien sûr. Ses yeux s'écarquillent légèrement en lisant, Camille Lefèvre, présidente directrice générale,
Innovation Lefebvre. Il la glisse soigneusement dans sa poche. Je suis la croissance de votre entreprise. Un travail impressionnant. Votre grand-mère serait fière. Oui, dis-je doucement. Je crois qu'elle le serait. La fête tourbillonne autour de moi alors que je traverse la foule, la tête plus haute qu'elle ne l'a été de toute la soirée. Personne ne remarque que je tends mon ticket au voiturier. Personne ne voit ma voiture s'éloigner de la maison. Dans le rétroviseur, les lumières de la fête rapetissent. Des larmes coulent sur mon visage, mais ma respiration se stabilise. Mon téléphone vibre avec un message de Chloé. Où es-tu? Ils vont couper le gâteau. Je ne réponds pas. À la place, je touche la broche de grand-mère, sentant ses contours sous mes doigts. La route devant moi est claire et ouverte. Pour la première fois en 32 ans, je ne conduis pas vers l'approbation de mes parents, mais loin de leur rejet. La chaise vide que je laisse derrière moi peut rester vide. J'ai une autre place qui m'attend, à une autre table, avec des gens qui font de la place dans leur cœur. L'air frais d'automne remplit mes poumons alors que je sors de ma voiture à la fontaine. La lueur chaude et dorée du restaurant se répand sur le trottoir, un phare après l'ombre froide du domaine de mes parents. Mes mains ont enfin cessé de trembler sur le volant. 40 minutes de conduite avec des larmes brouillant la route avaient été dangereuses mais nécessaires. Certaines distances ne se mesurent pas en kilomètres. À travers les fenêtres, je les aperçois déjà réunis à notre table d'angle habituelle, Julien, Catherine et Bertrand. Mes partenaires commerciaux. Ma famille choisie. Ils ne m'ont pas encore vu, mais ils attendent. Le champagne est déjà servi. Le maître d'hôtel me repère avant que je n'atteigne la porte. Mademoiselle Lefebvre, nous vous attendions. Son sourire sincère crée des ridules autour de ses yeux. Vos amis attendent. Puis-je prendre votre manteau? À l'intérieur, le restaurant bourdonne de conversations calmes et du doux cliquetis des couverts sur la porcelaine fine. Les odeurs d'ail, de beurre et d'herbes fraîches remplacent le parfum écœurant des roses blanches de ma mère. Julien lève les yeux le premier, son visage s'éclairant. La voilà. Je me glisse dans ma chaise qui m'attend, celle qui m'est toujours réservée, pas assis table des gens qui me sont chers. Tu t'es vraiment échappé, dit Catherine en prenant ma main. On pariait pour savoir si tu arriverais avant le dessert. Julien lève sa flûte de champagne. À la femme qui a bâti quelque chose de réel, dit-il. Pendant que d'autres organisaient des fêtes, tu planifiais l'avenir. Les mots débloquent quelque chose dans ma poitrine. Mon sourire, le premier authentique de la soirée, semble étranger sur mon visage, comme un muscle longtemps inutilisé. Mon téléphone vibre dans mon sac à main. Puis encore. Et encore. Laisse-moi deviner, dit Bertrand, les sourcils haussés. L'équipe de recherche a été déployée. Je sors mon téléphone. 3 messages de Chloé, chacun plus frénétique que le précédent. Où es-tu passé? Maman est furieuse. Tu plantes sérieusement l'anniversaire? L'écran change pour un appel entrant, ma mère. Je le refuse, mais son message vocal suit quelques secondes plus tard. Camille, je n'arrive pas à croire que tu ferais une scène en partant si tôt. Les gens posent des questions. Appelle-moi immédiatement. Le message de mon père arrive ensuite, sa voix tendue de colère contenue. Tu as manqué le sénateur Martin et les Dubois. Il demandait spécifiquement des consultants en technologie. Appelle ta mère. Je pose le téléphone face contre table. Aucun d'entre eux n'a demandé si j'allais bien. Bien sûr que non, dit Julien en remplissant mon verre. Cela exigerait de te voir comme une personne plutôt qu'une extension d'eux-mêmes. Un autre message de ma mère, réunion d'urgence demain à 14 h. Tu ne pourras pas y échapper cette fois. La porte du restaurant s'ouvre. Une bouffée d'air frais accompagne 2 silhouettes que je reconnais immédiatement, Alicia du marketing et Damien de notre équipe de développement. On a raté ça, demande Damien, essoufflé, en agitant son téléphone. La nouvelle vient de tomber. Mon estomac se serre. Déjà? Ce n'était pas censé sortir avant le matin. Julien hausse les épaules. Quelqu'un a fait une fuite. Ce sont des choses qui arrivent. Chaque téléphone à notre table s'allume simultanément. Puis les tables voisines aussi. La notification se propage comme une traînée de poudre à travers le restaurant. Urgent, Innovation Lefebvre rachetée par Avenir Tech pour une somme estimée à 70 millions d'euros. Les appels commencent presque immédiatement. Contact de l'industrie.
Ancien client. Professeurs d'université qui se souviennent de mes ambitions précoces. Chacun exprimant un enthousiasme sincère pour mon succès. Le propriétaire du restaurant apparaît avec une bouteille de sa meilleure réserve. C'est la maison qui offre, dit-il. Ma fille a utilisé votre logiciel de productivité pour terminer ses études de droit. Félicitations pour votre succès. 2 autres collègues arrivent. Puis 3 de plus. Notre coin du restaurant se transforme en une célébration impromptue. Nous avons quelque chose pour toi, dit Catherine pendant une accalmie. Elle place un petit paquet soigneusement emballé dans mes mains. À l'intérieur du papier de soie se trouve une photographie encadrée que je n'ai jamais vue auparavant, ma grand-mère à mon âge, assise à son bureau dans le petit cabinet comptable qu'elle a créé à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles restent à la maison. Ses yeux ont la même lueur déterminée que je vois dans le miroir. Où as-tu trouvé ça, je murmure, passant mon doigt sur le cadre en argent. Ta tante Marguerite. Elle a pensé que tu devrais la voir ce soir, entre tous les soirs. Plus tard, en rentrant à mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le courriel à ma famille se forme lentement, délibérément. Aucune mention de l'acquisition. Aucun détail qu'ils pourraient utiliser pour faire de mon succès le leur. Juste des limites claires concernant ma participation aux futurs événements familiaux. Je suis parti tôt parce que j'avais besoin d'être là où j'étais la bienvenue. Je vous souhaite à tous les deux un joyeux anniversaire, mais je n'assisterai plus à des événements où je suis traité comme une seconde pensée plutôt que comme une fille. Mon doigt plane sur le bouton d'envoi. Pas encore. Ce soir appartient à ceux qui voient ma valeur sans avoir besoin de gros titres pour le prouver. Je ferme l'ordinateur portable. Pour la première fois depuis des années, le poids des attentes se lève de mes épaules. Autour de moi, les visages brillent d'une affection sincère. Pas d'agenda caché. Pas d'amour conditionnel. Demain apportera des complications. Ce soir, je suis exactement là où je dois être. Le lendemain, pour la réunion, je choisis délibérément le Ciel de Rouen, un restaurant élégant au 40e étage du plus récent gratte-ciel de Rouen. Des fenêtres allant du sol au plafond encadrent la scène comme une œuvre d'art. Un lieu de pouvoir. Mon territoire, pas le leur. Mélissa, mon assistante de direction, arrive avec moi précisément 5 minutes avant 14 heures. N'oubliez pas, murmure-t-elle en disposant des dossiers sur la table, je vous ferai signe quand 30 minutes se seront écoulées. Je hoche la tête, lissant le chemisier de soie bordeaux que j'ai choisi pour aujourd'hui. Une armure, pas une tenue pour apaiser. Mes parents arrivent avec 7 minutes de retard. Le collier de perles de mer brille sur son pull en cachemire. Le costume sur mesure de père coûte probablement plus cher que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens. Ils hésitent à la vue de Mélissa, clairement déconcertée par sa présence. Je ne savais pas que c'était une réunion d'affaires, dit Père en jetant un regard appuyé sur le portefeuille de Mélissa. Juste quelques documents dont je pourrais avoir besoin, ma voix reste neutre. Mélissa, merci de les avoir apportés. Avant qu'il ne puisse objecter davantage, l'hôtesse conduit Chloé vers notre table. Mon estomac se serre. Bien sûr qu'ils ont amené des renforts. La circulation était horrible, dit Chloé en se glissant sur la chaise à côté de Mère. Ses yeux oscillent nerveusement entre nous. L'enfant chéri envoyé comme appât émotionnel. Mère s'éponge les yeux avant même que nous ayons commandé de l'eau. As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant? Les gens ont demandé où tu étais passé. Des membres de la famille ont remarqué ta chaise vide, ajoute Père en se penchant en avant. Les Lambert ont spécifiquement demandé après toi. Les Lambert. Toujours la connexion professionnelle. Jamais l'inquiétude pour moi. Je suis parti après avoir été exclu de la photo de famille, je déclare simplement. Celle que Mère a spécifiquement demandée avec juste nous trois. La main de Mère voltige à sa gorge. Tu as entendu ça? Ce n'était qu'une seule photo, Camille. Ne sois pas dramatique. Une seule photo qui capture perfectly 32 ans de dynamique familiale. Mélissa fait glisser silencieusement un dossier vers moi. Je l'ouvre, sortant des photographies d'enfance que j'avais collectées et arrangées chronologiquement. Noël 1998. Je pose la première photo sur la table. Chloé au premier plan. Moi, coupé à moitié hors du cadre. C'était juste un mauvais angle, proteste Mère. J'en pose une autre. Ma remise de diplôme du lycée. Vous deux regardant Chloé pendant que je tiens mon diplôme.
C'est ridicule, sans porte-père. Nous étions présents, n'est-ce pas? Le serveur approche. Père commande un scotch cher. Mère demande de l'eau pétillante. Chloé imite son choix. Juste un café. Noir, je dis au serveur, qui hoche la tête et se retire. Chloé se penche en avant, la voix répétée. Je me suis senti attaqué quand tu es parti, Camille. Comme si tu me punissais d'être aimé. Les tentatives de culpabilisation calculée ne fonctionnent plus. J'attends simplement. Nous avons dit à la famille que tu avais du stress au travail, admet finalement mère. Que tu étais sous pression. Les gens comprennent l'épuisement professionnel. Comme c'est pratique, je sirote de l'eau, laissant le silence s'étirer inconfortablement. Vous avez réécrit mon absence en quelque chose qui ne nécessite ni explication ni responsabilité de votre part. Le visage de père s'assombrit. Tu as des obligations envers cette famille. Ta grand-mère aurait honte de ton comportement. Mon rire me surprend même moi. Grand-mère m'a laissé une lettre. Et des fonds spécifiquement désignés pour moi seul. Je sors la lettre de mon dossier. Elle avait reconnu le schéma de son vivant. Mère pâlit. Quelle lettre? Quels fonds? Ceux dont vous ne m'avez jamais parlé. L'héritage que j'ai découvert après sa mort. Père frappe la table de sa main, faisant sursauter la verrerie. Toi et ton entreprise. Jouer à l'entrepreneur au lieu de rejoindre un cabinet respectable. Tu crois que je ne vois pas de quoi il s'agit? Tu cherches à attirer l'attention. Comme quand tu étais petite. Bertrand, siffle mère en regardant autour d'elle. Les gens commencent à remarquer. Le succès t'a changé, dit mère en se penchant en avant. Avant, tu comprenais que la famille passait en premier. Le mascara de Chloé coule alors que des larmes se forment. Tu as toujours eu besoin que tout tourne autour de toi. Même mes moments doivent devenir à propos de tes sentiments. Leur tactique m'aurait peut-être blessé autrefois. Maintenant, je les vois clairement pour ce qu'elles sont, de la manipulation. Pas de l'amour. Vous avez raison sur une chose, dis-je calmement. Le succès m'a changé. Il m'a montré que je mérite une place à des tables où je suis valorisé. Pas simplement toléré. Je pose ma carte de visite au centre de la table en verre. Les lettres en relief brillent. Camille Lefebvre. Présidente directrice générale. Innovation Lefebvre. Mon entreprise a conclu une acquisition de 70 millions d'euros la semaine dernière. La nouvelle est tombée hier soir, pendant votre dîner de célébration. Leurs expressions stupéfaites seraient comiques si elles n'étaient pas si tristes. Si vous souhaitez avoir une relation à l'avenir, ce sera à de nouvelles conditions. Respect mutuel. Fini l'exclusion. Fini Camille dans le coin pendant que Chloé occupe le devant de la scène. Père se remet le premier. Maintenant, écoute bien. Non, je l'interromps, en me levant. Vous avez eu 32 ans pour parler. J'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je rassemble mes affaires pendant qu'il reste figé. Mélissa suit mon exemple. J'aimerais avoir une relation avec vous tous, dis-je, la voix s'adoucissant légèrement. Mais je n'en ai plus besoin. Il y a une différence. La main de mère tremble autour de son verre d'eau. La mâchoire de père se crispe. Chloé semble complètement perdue, voyant peut-être pour la première fois comment le système familial fonctionnait et comment il est en train de se briser. Félicitations encore pour votre anniversaire, dis-je en redressant les épaules. Je vous souhaite sincèrement du bonheur. Je m'éloigne sans regarder en arrière, chaque pas plus léger que le précédent. Leur silence me suit jusqu'à l'ascenseur, mais pour une fois, il ne me définit pas. Les portes se referment sur leur visage stupéfait, et j'expire 32 ans d'attente pour compter. Mon reflet dans les portes polies de l'ascenseur montre quelque chose d'inhabituel sur mon visage. La paix. Je me tiens dans la cuisine de mon Penthouse, regardant le coucher de soleil printanier peindre d'or l'horizon de Rouen. 6 mois que j'ai quitté le dîner d'anniversaire de mes parents. 6 mois de reconstruction selon mes propres termes. La table en acajou antique brille dans ma salle à manger, dressée avec la porcelaine de Sèvres de ma grand-mère de délicates fleurs bleues sur une porcelaine crémeuse. Je trace du doigt le bord, où des générations de femmes Lefebvre se sont autrefois réunies. La même table où j'étais relégué au bout, si tant est que j'étais invité. Le mois dernier, quand père a décidé de réduire la taille de leur salle à manger formelle, j'ai surenchéri sur tout le monde à la vente aux enchères du domaine. La table est rentrée à la maison avec moi,
non pas comme une offrande de paix, mais comme une réappropriation. La sonnette retentit. Julien arrive le premier. Une bouteille de Barolo dans une main, un portefeuille dans l'autre. Dernière projection pour le programme de mentorat, dit-il en m'embrassant sur la joue. 28 candidates déjà. Des femmes entrepreneurs qui ont besoin de plus qu'un simple financement, dis-je. Elles ont besoin de quelqu'un qui voit leur potentiel. Sarah suit avec son mari, puis mon équipe de direction, 2 professeurs d'université qui siègent au conseil de ma fondation, et mon avocate Margot, qui a aidé à rédiger le don au centre de thérapie familiale au nom de ma grand-mère. Pendant qu'ils discutent, je me glisse dans mon bureau, où la lettre de ma grand-mère est accrochée, encadrée, à côté de ma fenêtre. Rappelle-toi, Camille. Nous choisissons les chaises qui comptent. Ces mots m'ont guidé lors de ma conférence TED le mois dernier, sur la recherche de sa valeur au-delà de la validation familiale. La vidéo a déjà 300 000 vues. Mon téléphone vibre avec un message de Chloé. Il parle encore du fait que tu as manqué le dîner de Pâques. Papa continue d'appeler ça un autre coup d'éclat. Notre reconnexion prudente se fait par messages secrets et rencontres occasionnelles autour d'un café. Sans le regard de nos parents, elle trouve sa voie, pose des questions sur son entrée au collège communautaire. De petits pas vers sa propre identité. On frappe à la porte de mon bureau. Un paquet vient d'arriver pour toi, dit Julien en me tendant une petite enveloppe à bulles. À l'intérieur, une photographie délavée, Chloé et moi à 6 et 9 ans, bras dessus, bras dessous, riant sur une balançoire faite d'un pneu. Au dos, de l'écriture de ma sœur, nous étions heureux avant qu'ils nous apprennent à ne plus l'être. Je glisse la photo dans ma poche et retourne auprès de mes invités. Ils se sont rassemblés autour de la table, les verres à vin remplis, la conversation fluide. Personne ne regarde sa montre ni ne mesure ses mots. Pas de manœuvre subtile pour obtenir des faveurs. Je prends ma place en bout de table. Ma place, non pas gagnée par la manipulation ou le droit de naissance, mais offerte librement par des gens qui apprécient ma présence. À Camille, dit Julien en levant son verre, dont la fondation de la famille Lefebvre vient d'attribuer sa première bourse à cette brillante jeune fille du Havre. Aux secondes chances, ajoute Sarah. Je me lève, sentant le poids de la broche de ma grand-mère épinglée au-dessus de mon cœur. Aux chaises qui comptent, dis-je, et aux personnes qui les occupent. Plus tard, alors que mes invités partent, je m'attarde à la table vide. Demain, j'accueillerai à nouveau les cartons de table déjà écrits de ma main pour chaque personne qui m'a choisi, non par obligation, mais par lien sincère. Au fond se trouve une chaise vide. Non pas un lieu d'exil, mais un rappel de ce que j'ai laissé derrière moi et de ce que j'ai trouvé à la place. Je passe mes doigts sur le bois poli de la table de ma grand-mère maintenant la mienne, maintenant remplie de rire au lieu de jugement, d'intérêt sincère au lieu de performance. La chaise qui compte le plus est celle où l'on vous voit vraiment. Et enfin, c'est mon cas.